Bonjour à tous, en direct, en public, ici même à Bagnous, la salle Bartissol, pour la deuxième et dernière journée du Blue Tech Show. Un show qui vous met à l'honneur les talents, les entrepreneurs, les investisseurs de la Blue Economy. Un territoire est en train de se structurer. Il était déjà, on a vu plein de choses sur l'eau, le cycle de l'eau, les water tech, mais aussi le versant marin, la façade avec les micro-algues, l'hydroponie, bien évidemment tous ces nouveaux enjeux sur les molécules. Enfin, il faudra d'ailleurs me donner la bonne traduction entre les seaweeds et les microalgae. Comment j'ai un peu de mal à les différencier en français. Toujours est-il que cette économie bleue, elle est là. Elle est considérée par les investisseurs comme l'économie du futur, moins polluante, plus durable, plus localisée, produire des énergies, des ressources, des médicaments en proximité. C'est la promesse de l'économie bleue. On en parle toute la journée, mais aujourd'hui, on commence par notre session de pitch. On travaille chacun dans son coin, on ne sait pas qu'à quelques kilomètres de soi, il y a d'autres talents. Ces talents, on va les découvrir dans quelques instants. Et donc, lors de cette session de pitch, nous avons des jurés prestigieux. Ils sont investis dans la Blue Economy. Ils se présentent tout de suite et on va les accueillir, mesdames et messieurs, chaleureusement. Allez, c'est parti. Notre premier juré numéro 1, sous vos applaudissements. Bonjour. Allez, présentation. Je suis Jérémy Auger, je travaille chez BNP Paribas en tant que chargé d'affaires entreprises au niveau du Languedoc-Roussillon. Et je m'occupe notamment du financement de l'innovation, donc des startups, dont on sait que beaucoup aujourd'hui sont intéressés, on l'a vu hier, par du financement, parce que malgré tout, il y a beaucoup de sujets qui vous préoccupent, mais ce que j'ai bien compris hier, c'est que vous avez tous en tête comment on va financer le projet, comment on va faire en sorte que mon idée elle devienne réalité, comment on va faire en sorte qu'elle se développe et qu'elle puisse permettre d'apporter des solutions qui soient pérennes pour l'économie locale, pour le développement et pour la Blue Economy. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez bien fait, Jérémy, d'être là, parce qu'on a toujours besoin d'avoir un banquier dans son proche, dans son cercle proche. Et merci à BNP pour son engagement. Merci. Merci très sincèrement. Il a posé les bonnes questions hier. Il a même un moment engueulé des gens qui faisaient du bruit pour qu'on se soit tous concentrés. Je lui propose aujourd'hui de nous rejoindre parmi les jurés. Merci d'être avec nous. Présentation. Oui, bonjour, je suis Henri Jean Puitch, je suis du département. Je suis quelqu'un qui a eu un parcours plutôt dans le commercial, donc j'ai pu remarquer hier, par exemple, que le commercial ne faisait pas du tout partie des priorités des entreprises. Et ça me chagrine un peu, parce que quand même le but, quand on a un projet, c'est déjà de le vendre. Et donc je trouve que le commercial aurait dû être un petit peu mis en avant, alors que les jurys, par exemple hier, qui ont été là, ont oublié ce petit détail. Il faut vendre. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage. On met souvent un côté négatif à ce mot, et pourtant, il faut bien le vendre. Il faut trouver des financements, faire un produit, mais après, il faut trouver juste des clients. Les anglo-saxons disent parfois « selling is everything ». Ils n'ont pas tort, ça, hein, oui, ça. Ils ont parfois une idée pourrie en produit, mais ils vous le vendent sans état d'âme. C'est vrai qu'on n'a pas, nous autres pays du Sud... Pour finir et passer mon micro au voisin, je suis là parce que je suis cofondateur de Canigo Angels, une structure qui manquait un petit peu au département, qui est une association, on peut dire, de particuliers qui sont prêts à investir dans des sociétés plutôt que de confier notre argent à la banque. Ouais. En complément, on parle toujours d'un mix d'investisseurs. En complément, la complémentarité, on n'est pas là. Et puis qui ont envie de développer le département. Le département, l'économie locale. Et donc nous recherchons autant des gens capables de nous rejoindre en tant qu'investisseurs que des entreprises susceptibles. On a quelques-unes, on va faire d'ailleurs un pitch le 1er décembre. C'est vachement bien ce que vous faites, c'est très bien. Relocaliser l'économie, c'est vraiment de toute façon, c'est l'essence, c'est l'ADN de la Blue Tech. Et merci d'être avec nous. Je pense en plus qu'au niveau du département, c'est le moment où il fallait le faire. On a des gens qui ont décidé, comme Laurent Goz par exemple, qui était là hier, de développer le département, et je pense que ça fera du bien. Laurent, que l'on connaît, que l'on salue, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Gardez le micro à vous deux, on en a un deuxième pour nos 3 intervenants suivants. Bonjour, présentation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Couettard. Donc moi j'ai un bagage plutôt scientifique.
J'ai beaucoup bossé dans ce qui était relatif à la protection des environnements, notamment pour le devenir du plastique en mer et aussi d'un point de vue associatif. Donc je suis là pour apporter un regard un petit peu plus technique peut-être sur les aspects un peu plus techniques de différents projets qui sont présentés aujourd'hui. Eh bien, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. On peut applaudir. Hein. Vous voyez, en plus, il y a ses fans. Allez, suite des présentations. Buongiorno. Oui, buongiorno. Benvenuti di qua al Grazie Blue Tech mille, Show. allez. Alors, Oui, bonjour, présentation. Denis Sobra. Moi, je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Brevet Sud. Nous sommes un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Donc, l'innovation, c'est mon terrain de jeu depuis plus de 25 ans aujourd'hui. J'ai un peu quitté le département puisqu'on a créé 7 cabinets en France et on a un tout petit cabinet à Perpignan, mais on est surtout au niveau national. Donc forcément, j'ai un fort attachement à ce territoire. Et quand la proposition m'a été faite de participer, j'ai sauté à pieds joints sur le sujet. La propriété intellectuelle et industrielle, c'est crucial et central de vos problématiques, vous, start-upers et créateurs d'entreprises. Hein. Ça constitue des monopoles d'exploitation, ça constitue de fortes barrières à l'entrée pour lutter contre de nouveaux entrants. Et puis surtout, c'est des moyens de valoriser vos projets. Donc le tout, c'est de s'y prendre à temps, au bon moment. Donc j'aurai un œil très particulier, très vigilant sur ce qui pourrait être dit au niveau des protections. On se connaissait Lors des pas. pitchs. Moi, j'insiste beaucoup parce que, bon, moi, je me présente, Marc Lionel, et j'accompagne vraiment toute l'année sur les gros shows internationaux, le CES Las Vegas, Mobile World Congress, etc., nos champions. Et s'il y a bien un domaine, alors oui, ils vendent, bon, on a quand même quelques mecs qui vendent, mais s'il y a bien un domaine où on envoie nos gamins au casse-pipe, et je le dis parce qu'on n'est pas mauvais en recherche, on n'est pas mauvais en jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, mais des entrepreneurs vraiment impliqués, qui ont des valeurs, qui ont des vrais messages et de la tech. Mais bon sang, on les envoie parfois à Vegas, hein, avec des fonds publics, et leur protection, elle est nulle. Voire, bon, et ils se font dézinguer. C'est-à-dire que dans les allées, il y a des tas d'acteurs de plein de continents, je ne vais pas en citer d'autres, qui sont là pour prendre des photos, pour piquer les idées. Donc très très important, et c'est vraiment important que vous soyez là aujourd'hui. Hein. Sans évoquer les pays asiatiques qui sont, c'est un peu Voilà, la culture et l'ADN, la copie. Ça, la culture de la On est copie. quand même un peu bisounours en France par rapport à des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, où l'IP elle est vraiment centrique au niveau des problématiques. Et dans la levée de fonds, il y a une énorme partie qui est tout de suite dédiée à la protection. Et puis on subit des assauts très forts de boîtes américaines qui tentent de défendre leur territoire et leur protection. Ouais, ben ça, parlons-nous. Je suis très content en tout cas de votre présence voilà. Et puis alors, doit-on encore présenter Emmanuel Stern? Vous avez la chance, et je le dis, hein, je cire un peu les pompes, c'est le matin et tout. Franchement, des French Tech, il y en a beaucoup. Non, mais Manu, il est vraiment impliqué. C'est le président de la French Tech Perpignan, évidemment, pas que de la ville de Perpignan, vraiment du 66 et de tout l'écosystème. On peut également applaudir notre précédent et notre actuel intervenant qui close. Voilà. Non, moi, je voulais dire que je suis très content d'avoir un jury de cette qualité. Et je voudrais dire aux startups qui vont pitcher que ce qui est important dans l'actif non matériel, donc à part la thune, ce qui est important, c'est la confiance. Et ce qu'on essaie de faire avec la French Tech Perpignan, c'est d'aligner les choses pour que les gens aient confiance dans leur projet, que l'équipe ait confiance dans son projet. Alors la confiance, ça passe par la protection intellectuelle, ça passe par les équilibres économiques. Et donc cet événement, organisé par Léla et Daniel, qui ne sont pas loin, avec le gros soutien de tous les membres et toute l'équipe de la French Tech Perpignan, il est fait pour qu'on bâtisse une brique de plus de confiance et pour que BPI, BNP, Banque Populaire, des investisseurs, peut-être aussi des salariés, aillent renforcer cette confiance. Et je vais laisser la parole à Léla qui arrive. Voilà, qui arrive. Allez, Leïla. Un petit mot, Léla, avant le pitch. Ouais, mais t'inquiète pas, on va finir à l'heure, on sera just in time. Bonjour Léla. Léla aussi, elle a bossé, je parlais d'Emmanuel. On aurait pu citer Daniel qui est perdu, je ne sais pas où il est. Il est avec les journalistes, ben forcément. Et là, Leïla, que vous pouvez également applaudir chaleureusement, qui est une de nos grandes MC, comme on dit. Viens ici, sinon on ne te verra pas sur les caméras. Eh bien, une Master of Ceremony d'aujourd'hui du Blue Tech Show. Présentation. Alors, Leïla Meisterzang, présidente de la société Plasticati, également membre du board de la French Tech et élue de la CCI sur le développement de l'économie bleue. Donc, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà. Mais et l'idée aujourd'hui, ça va vraiment être encore une fois de vous présenter en fait des pépites qui existent sur notre territoire, et l'idée que ces pépites aujourd'hui
puisse grandir et qu'on puisse plus tard en fait voir la création de pôles d'économie. Je mets un S à pôle d'économie pour faire que notre territoire représente finalement une nouvelle forme d'économie dans le cadre d'un développement durable, pour avoir encore une fois un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants de demain. Allez, merci Leïla, merci messieurs les jurés. On peut Merci, applaudir Leïla. Leïla. Une On va petite photo, commencer. Je vous présente la première de nos startups, la société Karen. Karen, David, viens vite nous rejoindre sous un tonnerre, que dis-je, une avalanche d'applaudissements pour présenter ta solution. Alors, on t'a donné 5 minutes et comme on est à la bourre, généreusement, je t'en enlève une parce que je sais que c'est toujours compliqué. 4 minutes pour convaincre les membres des jurés. Alors, vous pouvez rester là, vous pouvez aller comme vous préférez, si vous pouvez assister. Parce que effectivement, notre intervenant va vous tourner le dos pour être face aux caméras. Et voilà, et vous remontez pour poser des questions. On est entre amis, on ne va pas faire trop de formalisme. David, est-ce que tu es prêt? Ton micro est là. Voilà, c'est ton micro. Et puis, c'est parti. 4 minutes pour présenter à quoi... non, Karen, tu n'as pas de slide, c'est ça? Non, j'ai pas de... Allez, en avant, on t'écoute. Bonjour, donc je m'appelle David Garando. David, rapproche peut-être vraiment, tu le mets sur ton menton, là. Comme moi, là tu le colles et comme ça va être super. Ça marche. Donc je m'appelle David Garando, je représente donc Lucie Doriez, la directrice générale de la société Karen et fondatrice. Voilà, donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait chez Karen. Donc on fabrique des housses pour protéger les parties immergées des navires, pour se présenter comme une alternative au système de carénage classique avec les peintures anti-fouling. Donc notre système, c'est une housse qu'on va mettre sous la coque du bateau pour bloquer la lumière. Le biofouling se développe en fait au contact de l'eau, mais au niveau des UV. C'est la photosynthèse qui fait qu'il y a des organismes vivants qui colonisent les parties immergées des bateaux. Donc on conçoit, fabrique et commercialisons ces systèmes de housse qui sont faits sur mesure pour chaque type de bateau. On est capable d'équiper beaucoup de types de bateaux différents. Ça va du bateau de plaisance au bateau pour des applications industrielles, militaires. On a également une collaboration avec l'armée sur laquelle on travaille sur des études pour équiper des grosses unités chez eux. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses à développer parce que c'est un concept donc, qui a été inventé par Bernard Doriez, qui est donc du coup le père de Lucie qui a fondé cette société. Je vous fais un petit peu la genèse. C'est quelqu'un qui a bossé dans l'industrie textile depuis très longtemps pour faire des superstructures, notamment des toiles de zénith ou des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui est ingénieur textile et qui a eu l'idée pour faire pour son propre bateau cette première housse-là. Il a expérimenté, il n'a jamais développé le concept au niveau professionnel parce qu'il avait d'autres activités. Et c'est il y a 3 ans, donc Lucie, sa fille, qui a décidé de créer une société autour de cette idée, de cette innovation. Et donc cette boîte-là a été créée et a fonctionné comme beaucoup de startups au départ avec très peu de moyens. Ils ont bénéficié d'une levée de fonds au printemps dernier, ce qui a permis de se développer. Ils ont levé 500 000 €, ce qui a permis d'embaucher du monde, d'intégrer la production donc sur un site qui est à côté de Montpellier, à Moguio, et donc de recruter donc moi pour la partie commerciale, un ingénieur pour la partie technique, pour faire les plans, les dessins, et des gens pour fabriquer, voilà, sur place, avec des investissements qui ont été faits sur des machines de coupe et des machines pour faire l'assemblage. Donc on est capable de faire du bureau d'études jusqu'à la réalisation, jusqu'à la commercialisation de ces produits-là, avec un objectif de développement assez ambitieux, parce que ce système-là, dans la forme dans laquelle on l'utilise, n'existe pas par ailleurs. Donc on est en train de développer des partenariats pour le vendre à l'international. On est sur le Metz d'Amsterdam la semaine prochaine. Et il y a énormément de choses à construire. On a pour les États-Unis déjà un partenaire qui, donc on va voir sous quelle forme juridique on va pouvoir monter une entité là-bas. Et on cherche donc du coup à développer des partenariats avec d'autres pays pour développer le commerce. Donc
l'entreprise va certainement faire une deuxième levée de fonds dans peu de temps pour financer ce développement international. Et en parallèle, on bosse aussi sur la recherche et le développement pour continuer à faire évoluer le produit. C'est un produit qui est assez innovant, assez simple en fait en termes de conception et de système. Il y a juste à améliorer tout ce qui est installation, désinstallation. C'est des housses qui sont pour l'instant essentiellement faites pour de l'hivernage de bateaux parce qu'il faut les mettre et les enlever à chaque fois. Mais on travaille sur des systèmes pour que les bateaux puissent éventuellement venir se mettre dessus. Voilà, donc il y a pas mal de... on investit une partie de notre temps. Moi, je m'occupe de la partie commerciale, mais je suis aussi impliqué sur la partie recherche et développement parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un produit qui est facile à utiliser, etc. Donc les deux sont vraiment liés. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu recherches précisément? Investisseurs, clients finaux, distributeurs? Alors, pour la partie distributeur, en fait, c'est déjà bien en phase, c'est déjà bien développé parce que en termes de commercialisation, actuellement, on est sur du B2C, donc on vend directement aux utilisateurs de bateaux, aux plaisanciers, mais on est en train de basculer sur un modèle en B2B via des revendeurs, donc on est en train de se faire référencer dans les centrales intermères, on est en train de passer un partenariat, par exemple, avec la Fédération française de voile. Donc pour cette partie-là, en termes de distribution, on va dire qu'on est sur les rails. Ce qu'on va chercher, nous, derrière, c'est les investisseurs pour la deuxième levée de fonds. Et également, on a besoin de continuer à se faire connaître par rapport aux institutionnels pour aussi d'autres applications. Ok. Merci beaucoup. Ce que je propose, puisqu'on n'est pas en avance ce matin, c'est qu'on va faire passer tous les candidats et les questions, en fait, mesdames et messieurs les jurés, je ferai remonter tous les candidats à la fin et vous pourrez poser indistinctement n'importe quelle question à n'importe quel des candidats, comme ça on va respecter notre timing. J'appelle tout de suite Aqua Innovation. Christophe, viens vite nous rejoindre sous une avalanche, un tsunami d'applaudissements pour nous présenter vraiment ta solution. Hier on a pu la découvrir, on la redécouvre aujourd'hui avec plaisir. Aqua Innovation en musique. Et... tu as le micro, c'est à toi pour 4 minutes. Voilà, donc, merci. Marche pas. Oui, ça y est, c'est bon. Merci de m'accueillir. Donc, Aqua Innovation, nous développons de multiples solutions pour l'eau. Et la première innovation qu'on a pour Aqua Innovation, c'est cette bouteille qui est faite à base de maïs, de blé, qui est entièrement bioassimilable, c'est-à-dire qu'elle se décompose dans la nature, mais moi c'est pas le but. Voilà. À la fois, elle est faite à base de ces végétaux et l'étiquette est végétale, biosoluble aussi. La colle est naturelle, les encres sont alimentaires. La colle c'est de l'EVA, donc c'est dans la nature. On est une source. La première chose qu'on fait, c'est vendre de l'eau. Et on est responsable puisqu'on est en coproduction avec cette source. On ne prélève que 15% de ses réserves annuelles. Voilà. Aqua Innovation, c'est aussi une organisation circulaire. On a prévu dans notre conception au démarrage donc de fabriquer les matières premières, de fabriquer les bouteilles, enfin d'avoir les matières premières pour fabriquer les bouteilles. Des bouteilles, elles seront consommées par le consommateur et on les incitera à ramener ça soit en magasin, soit sur un point de vente, quel qu'il soit, où il y aura un broyeur à la fois à travers ce trou ici. On reconnaît la bouteille, vous aurez un bon qui vous permettra d'avoir un retour sur investissement. Alors on est entre 10 et 15 centimes par bouteille. Nous, on veut vraiment inciter la consigne. Et on broie en fait la matière en dessous, ce qui nous permet d'avoir une logistique plus vertueuse. Voilà. Parce qu'on peut broyer jusqu'à 3000 bouteilles dans un broyeur. Voilà, juste pour expliquer. Ensuite, on est en discussion aujourd'hui avec des acteurs comme l'ECO, qui est le pendant de Citeo, et d'autres acteurs comme Veolia, pour acheminer les matières jusqu'à notre point de
de refabrication qui sera en Normandie d'ici 2 ans. Voilà. Et on refabriquera la matière à nouveau pour refaire des bouteilles. Cette matière, elle est recyclable à l'infini, comme le verre, ce qui n'est pas le cas du plastique, par exemple. L'avantage de cette bouteille aussi, c'est qu'il n'y a pas de migration de microplastique dans l'eau. Voilà. Notre objectif, c'est un outil industriel dans 3 ou 5 ans, c'est-à-dire qu'on va d'abord éprouver tout ce qu'on vient de dire. On a réussi à faire ça, c'est-à-dire industrialiser. Voici une bouteille qui n'est pas formée, et quand elle est soufflée par la suite, elle devient comme ça. Donc notre invention, on va dire ça comme ça, c'est d'avoir réussi à faire ça et souffler ça derrière avec des matières végétales. C'est les températures qui sont différentes du plastique. Le soufflage, il n'est pas le même non plus. Donc ça oblige à faire des machines qui sont spécifiques à cette matière. Voilà. Donc l'objectif à terme, ce sera d'avoir notre propre source pour pouvoir développer tout autour de chez nous. Alors aujourd'hui, on prélève dans les Pyrénées, pas très loin, c'est au-dessus d'Axel-Terme, hein, je vous l'ai dit peut-être déjà. Et donc d'ici, moi je cherche vraiment de l'eau entre ici et les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. C'est pour donner une idée à ceux qui éventuellement entendraient parler d'une source qui serait à vendre. Voilà. Merci à vous. On parle bien, on est bien au cœur des enjeux de la Blue Economy, c'est-à-dire relocaliser, valoriser les acteurs et les ressources du territoire. On est au cœur même de ces water tech, comme on dit en bon français, et qui changeront le monde. Merci en tout cas, c'est vraiment super exemple. Alors, vous préparez vos questions, mesdames et messieurs les jurés. Oui, alors nous, je voulais dire, parce que Monsieur Brevet ici a posé la question, on a un brevet là-dessus. Hein. Voilà. Par exemple. Ça, c'est bien, là, et pour rassurer Monsieur Commercial, on a déjà tous les clients. Parce que je suis venu avec ma directrice commerciale qui a déjà démarché tous les clients. Elle assure. Elle est bonne. Ouais, elle vous ramène plein de la clientèle. En fait, on est dans tous les marchés aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas. Merci donc on lève 3 millions d'euros. Quand même. 3 millions, est-ce que vous avez vos chéquiers? Il va falloir que, une petite part, même si c'est 1%, 5%, on peut toujours tenter entre investisseurs privés. Voilà, c'est 1 million d'euros de moules, c'est la raison pour laquelle on a une demande aussi importante. C'est 1 million d'euros pour faire des moules, c'est le plus gros de l'industrie. Et 1 million, c'est pour l'aspiration de ce que ça va faire, parce qu'on sait qu'il va y avoir une grosse demande, puisqu'on a déjà les commandes. Voilà. Donc ça, c'est effectivement fantastique. Bravo, superbe dynamique, Christophe. Allez, elle est organisatrice de cette journée, mais elle pitch aussi, elle a bien raison. Elle nous fait connaître sa dynamique, elle est impressionnante. Je vous demande d'accueillir à nouveau Leïla Mastersheim, qui vous présente en 4 minutes chrono Plastic at Sea. C'est parti, Leïla. Allez, on avance. Oui, il faut avancer sur les slides de... Il manque... Tu les as pas donnés ou... Si. Ah, le film, je ne sais pas. Arwan, il y a le film aussi. Si, il y a le film, vas-y, t'appuies. Voilà. Il faut appuyer par contre. Oui. Allez, en avant. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par tricher, parce que c'est bien. Voilà. Et puis, en plus, c'est pour vous tenir éveillé un petit peu ce matin. Ah, ça marche pas. Non, si, ça marche. Ouais. Donc voilà, donc nous on est là pour essayer de trouver des solutions parce que le plastique aujourd'hui c'est pas un plastique, c'est des plastiques. Et notre but c'est au-delà de la quantification, parce que c'est ce que nous réalisons pour des institutionnels, pour l'Agence de l'eau, l'ADEME, la Compagnie nationale du Rhône par exemple, ça va être de mieux les comprendre, de mieux comprendre finalement ces plastiques pour faire que les alternatives puissent émerger. Et pour ça, pour faire que ces solutions alternatives sortent, on a besoin de vérifier qu'elles n'aient pas d'effet dans l'environnement. Donc on va tester leur biodégradabilité en conditions marines, donc les conditions les plus dures en fait pour la biodégradabilité. Et puis on va réaliser ça dans des temps très courts par rapport aux tests classiques qui se font sur 2 ans. Nous on est sur des tests qui se comptent plutôt en mois. Et on va mettre en contact finalement ces plastiques avec la biodiversité marine. On va mesurer les effets. Et ce travail va permettre réellement finalement d'identifier des alternatives qui sont des bonnes solutions et pas des fausses bonnes idées qu'on peut tous avoir dans notre tête. Parce qu'aujourd'hui, un plastique, c'est pas seulement une matière... c'est pas seulement du carbone. Ça a bloqué. Attendez. C'est moi en bougeant l'ordinateur qui a arrêté le clip, peut-être je suis méchant, j'ai fait presque exprès. Ah ben là, il veut plus. Hein. Ouais, l'ordinateur commence à être fatigué.
Allez, continue sans support. Désolé, Leïla. Allez, suivant. Voilà. Donc en fait, notre but réellement, c'est de faire ce que nous appelons la transition plastique. Donc la transition plastique, c'est remettre les plastiques dans leur diversité, ceux qui sont liés au pétrole, ceux qui sont liés aux nouvelles matières, le blé, le maïs, des bactéries, des champignons. Il y en a plein aujourd'hui qui existent sur le marché. Et de faire en sorte qu'à ce plastique est ajouté souvent des additifs, des produits chimiques qui permettent de changer les caractéristiques physico-chimiques de la matière. On va aller vérifier si la matière plus cet additif peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et notre but, c'est d'utiliser la mer, la biologie, comme une ressource pour vérifier les effets en milieu contrôlé, donc dans nos laboratoires. Donc on est ici localisé à l'Observatoire océanologique de Banyuls, dans une zone où la qualité de l'eau est vraiment suffisamment particulière et particulièrement forte pour le mesurer. Bien sûr, l'eau que nous rejetons est plus propre que l'eau d'entrée, ça c'est assez évident. On est en pleine phase de croissance. On a été créé il y a 5 ans et aujourd'hui, on est plutôt dans la phase où on grandit. On quitte l'incubateur Arago qui était à l'Observatoire océanologique de Banyuls, donc on était des anciens chercheurs au départ. Et maintenant, on va avoir des surfaces qui nous permettent de répondre à l'ensemble des demandes, qui permettent finalement d'aider des startups, des jeunes sociétés à créer ces nouvelles matières qui demain seront potentiellement des alternatives. Et on va vérifier du coup que ni le plastique, ni l'additif ajouté n'a d'effet finalement sur la biologie marine. Donc on est une porte d'entrée. Nous sommes en fait une passerelle qui permet d'offrir des faits, des données scientifiques à différents types de partenaires, à des personnes qui produisent des nouvelles matières, à des personnes qui produisent, qui transforment des plastiques pour en faire des objets, mais également avec différents laboratoires, avec des aquaculteurs aussi, plutôt pour trouver des solutions face à la pollution en microplastique dans nos coquillages qui sont liés aujourd'hui à l'alimentation humaine. Donc juste pour finir, je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux plus. Si, toujours. En gros, notre idée, c'est de fournir la science. Voilà, c'est la science. Nous sommes des testeurs. Nous donnons des faits. Et à partir de ces faits, on accompagne en fait des industriels et des sociétés, également des législateurs, pour leur mise en place des nouvelles interdictions d'utilisation de certaines matières, pour faire que pour certains usages, ces plastiques soient recyclables, recyclés, non impactants sur l'environnement si jamais ils étaient perdus. Et pour les nouvelles générations de plastiques considérés comme des plastiques à usage unique, liés particulièrement à la consommation humaine, vérifier qu'ils sont bien biodégradables et non toxiques sur la biologie marine. Donc nous avons fait notre première levée de fonds l'année dernière. On a des espaces qui sont construits sur Banyuls-sur-Mer. Et la suite de notre aventure, ça va être la création on espère, d'un pôle d'économie bleue sur Banyuls. Donc c'est malheureusement dans 3 ans seulement. En attendant, nous, on a multiplié par 7 notre zone de production pour répondre à la demande qui est de plus en plus croissante pour les producteurs de plastique, mais aussi pour les produits cosmétiques, même pour d'autres produits, des tests sur des métaux, des choses qui ne sont pas forcément des plastiques, mais qui utilisent notre brevet sur notre innovation qui vise vraiment à mesurer les effets sur des organismes pendant des tests très très longs, de plus de 100 jours, qui ne subissent pas la loi des animaux de laboratoire et qui nous permettent finalement aujourd'hui d'estimer réellement des effets long terme. Merci beaucoup Leïla. Qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Tu as un petit peu évoqué, mais voilà, tes prochains objectifs. Alors moi, mes prochains objectifs, c'est ce pôle d'économie bleue qui, j'espère, verra le jour. Et je me donne je me donne 1 an ou 2. Alors je commence maintenant parce que je sais que ça prend du temps. Mais on envisagera notre deuxième levée de fonds, certainement, dans pas si loin que ça. Et puis, on essaye également de développer un label qui nous permettra, dans le futur, de franchiser des nouveaux laboratoires et de permettre de répondre à une offre de plus en plus croissante. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Allez, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de le faire pitcher, c'était in English, guys, and it was at the CES of Las Vegas. En fait, on ne sait jamais qu'on a des énormes talents et vraiment l'entrepreneur que je vais accueillir, beaucoup disent que c'est vraiment un énorme, il a un potentiel de dingue et il l'a déjà prouvé. Je vous demande d'accueillir, il est avec nous, c'est la société Sol Cooler de Perpy. Je crois que tu es à Perpy, enfin tu nous le dis où tu es gazé exactement. On l'applaudit chaleureusement, vous allez voir là. Je ne
sais pas si tu as amené des... Je sais pas si tu as... Oui, tu les as amenés, je crois. Hein, c'est bon. Allez, c'est parti. Tes slides et ton micro. En avant la musique. C'est parti, Bruno. Bonjour à tous. Ça passe? Non, ça passe pas. Oui, ça va passer, tu vas voir, passer. c'est magique ici. C'est magique? Mieux qu'à Disneyland. Ouais. C'est génial. Ouais. 30 minutes. 30 minutes seulement. En fait, c'est la durée de protection imposée par la législation pour les chaussures de sécurité, pour les chaussures pour faire du sport, etc. Protection thermique contre le chaud ou le froid. Alors qu'un travailleur va travailler 8 heures en extérieur, le moindre jogger va faire 1 ou 2 heures de sport. Et il y a pas mal de personnes qui ni travaillent ni font du sport, les personnes qui ont des maladies de rénaux comme moi, qui vont sortir et au bout d'une demi-heure, elles vont avoir les pieds froids. Et avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'arranger. En 2021, il y a eu un record de température au Mexique, plus 82 degrés au sol. Donc au bout d'une demi-heure, la chaleur traverse. Et paradoxalement, il y a plus de froid en hiver. Les écarts sont beaucoup plus importants. Il y a eu moins 36 en Espagne à 800 mètres d'altitude en 2021. Donc l'idée, ça a été d'utiliser l'énergie du pas. Quand on pose le pied par terre, il développe à peu près 10 watts. Et pour chauffer le pied, on n'a besoin que de 1 watt. Donc ça paraissait possible. Et j'ai imaginé d'utiliser un principe thermodynamique. Quand vous comprimez de l'air, quand vous gonflez le pneu de votre vélo, la pompe à air s'échauffe. Ce n'est pas les frottements, c'est la compression de l'air. Donc c'est entièrement naturel. Et quand vous dégonflez le pneu de votre voiture, même si vous avez fait 2 heures d'autoroute, l'air va sortir très froid. Et donc on va utiliser des alvéoles remplis d'air, des alvéoles qui se compriment plus facilement et d'autres qui se compriment moins facilement. Donc il y a une seule alvéole qui se comprime, donc tout l'air comprimé se retrouve de l'autre côté. Comme j'ai dit que l'air comprimé était chaud, on va avoir une phase chaude. Et quand on relève le pied, l'alvéole qui était comprimée reprend sa forme, aspire l'air au travers de la tuyère, et donc on a un refroidissement sur l'autre face. On a déposé un brevet un peu partout dans le monde. Je suis très content parce qu'il a été accepté très rapidement en Chine. 95% des chaussures sont fabriquées en Chine, il valait mieux se protéger là-bas. Et on a déposé aussi aux USA, au Brésil, en Russie, en Inde, au Japon. Alors pourquoi on a déposé dans autant de pays? C'est qu'en fait, très rapidement, on a eu des sollicitations de grands groupes qui n'avaient rien à voir avec les chaussures, pour refroidir des pneumatiques en mettant nos alvéoles autour des pneus, ou alors pour faire des sièges, c'est Toyota, faire des sièges réfrigérants uniquement avec les vibrations de la voiture. Donc en fait, on concédera des licences pour ces applications. Nous, on s'occupe que du pied. Le marché de la semelle est énorme, c'est 1 milliard de paires par an. Et sur ces 1 milliard de paires, il y en a 5% qui sont achetés uniquement dans un esprit de confort thermique. Donc ça représente 50 millions de paires. Et aujourd'hui, Sol Couleur vise 1% de ce marché, donc c'est tout à fait atteignable. Mais ça représente déjà 500 000 paires par an et 20 à 25 millions de chiffre d'affaires. Notre principale cible, c'est ceux qui travaillent en extérieur et les sportifs. Aujourd'hui, c'est plutôt les sportifs et on commence le B2B avec les grands groupes comme Geodis, Suez, Bouygues, etc. Qui veulent équiper tous leurs salariés parce que l'année dernière, il y a eu une législation qui s'est renforcée sur la sécurité des travailleurs, mais également leur confort. Le confort thermique, maintenant, est imposé pour les patrons d'entreprise. Donc, ils doivent équiper leurs salariés. Et c'est bien parce que, bon, côté chaud, il y a bien sûr des systèmes avec des résistances électriques, des batteries, mais ça, on a toujours les batteries qui sont déchargées. Mais côté rafraîchissement, on n'a pas de concurrence. Bon, l'équipe, personnellement, j'ai assez l'habitude de travailler avec les grands groupes. C'est ma 4e start-up. Ma première start-up, mon premier client, c'était l'US Navy. Après, j'ai eu la NASA, l'EPA, puis bien sûr des grands groupes français internationaux comme Hitachi. Des ingénieurs en intelligence artificielle, alors qu'il n'y a absolument aucune électronique dans nos semelles. En fait, on va présenter au mois de janvier prochain au CES. On va se revoir. Oui. C'est une semelle qui va détecter les ulcères avant qu'ils se produisent. C'est une semelle connectée à un téléphone portable, mais toujours sans batterie, parce qu'on veut rester écologique. Et on a des capteurs qui fournissent assez d'électricité pour permettre à un microprocesseur d'analyser son signal, mais également de récupérer l'énergie. Donc en fait, on n'a pas besoin de batterie. Tant qu'on va marcher, on va renvoyer les informations sur un téléphone portable et on va prévenir la personne qui a un ulcère qui risque de se former. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et moi aussi, je te remercie parce que c'est vraiment génial. Enfin,
Moi, j'en présente des startups, elles sont japonaises, elles sont du monde entier. Et quand je vois un entrepreneur, en plus, il est de Perpis, c'est évidemment que. Alors, tu es Bagnolingue, c'est Oui, ça? pendant 3 ans, alors parce que vu dans de mon garage. Vegas, déjà à Perpis, ils ont du mal. Hein, la France, c'est l'Europe quelque part. Alors, t'imagines, mais alors là, tu joues totalement à domicile. Ah, c'est local. Bon, bah écoute, voilà, bravo, il est Bagnolingue, il est engagé pour la région et c'est une sacrée technologie. Allez, on a presque terminé. D'ailleurs, c'est triste parce que quand on découvre des startups, on a toujours envie de rester dans ce monde de l'innovation pour le meilleur, hein, l'innovation soutenable. Jacques, alors c'est pas super bien écrit. Click N3D, c'est ça? C'est Marc, il est là Marc. Eh ben il arrive. Allez, sous une avalanche d'applaudissements et en musique, s'il vous plaît. C'est parti, Trust in Store. Allez, c'est ça, c'est toi. Allez, c'est parti. 4 minutes pour convaincre. Bonjour à tous. Donc, je suis Marc Thomas, le président de la société Click N3D. On est basé à Villeneuve-de-la-Raho. Ça ne marche pas très bien. Donc, c'est une société qui a été créée en 2014. On est 3 personnes. On est ISO 9001 depuis 2019. Et donc, notre métier, en fait, on est une société de services d'impression 3D. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société de services d'impression 3D? En fait, c'est un accompagnement de nos clients sur de la modélisation 3D, par logiciel CAO, par scanner également 3D. On a également un parc d'une 20aine de machines, suivant différentes technologies. Ça va aussi bien du FDM, du dépôt de fil, du SLA, la stérolithographie. Marche pas très bien, c'est bon. Des fois, oui. Et également des machines SLS, la poudre du fruitage. Ouais, c'est la techno, des fois, ça explose en vol. Donc l'impression 3D, en fait, qu'est-ce qui a évolué depuis plusieurs années? Ce sont les matériaux. Donc les matériaux, en fait, c'est pas bien souvent, c'était assez réducteur. On voyait des petits personnages, des petits goodies qui s'imprimaient, qu'on peut voir dans différentes vidéos. En fait, depuis plusieurs années, les chimistes ont fait beaucoup évoluer l'impression 3D par les nouveaux matériaux. Donc les matériaux, ça va aussi bien. Nous, on propose des matériaux avec des shorts A, enfin une flexibilité sur les matériaux type comme le caoutchouc. On doit faire rentrer prochainement un matériau comme le silicone. Donc on va devoir tester, on va le valider pour voir s'il répond bien à toutes les attentes du silicone. On a également des matériaux composites à base de nylon, de carbone. On a des matériaux qui sont après vraiment variés. En fait, c'est ce qui permet de répondre à plusieurs besoins. Donc ces besoins, en fait, c'est aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Les professionnels, ça va être pour du prototypage, des petites séries. On a eu des clients qui nous ont demandé plusieurs milliers de pièces. Donc plusieurs milliers de pièces, c'est quand on imprime en 3D, ça peut être long. Donc avec notre parc, en fait, on peut paralléliser certaines tâches pour pouvoir répondre dans des temps corrects à des demandes de gros volumes. On a également pour les professionnels, ça va être dans le milieu médical. On travaille avec des vétérinaires, par exemple, quand il y a des animaux qui ont des pattes cassées, le fémur, le bassin, on va imprimer le résultat de l'IRM et ça permet aux chirurgiens de préparer la plaque qui va positionner sur l'animal, par exemple. On travaille dans le milieu du nautisme, par l'intermédiaire, entre autres, de Captain Chercheur. Donc quand il y a des demandes un peu particulières, on peut être une complémentarité avec l'usinage traditionnel aussi. Donc c'est des pièces qui ne se trouvent plus, qu'on peut refaire. On travaille avec des architectes, pour des trophées. Les architectes, c'est des maquettes qu'on peut faire qui vont de quelques dizaines de centimètres jusqu'à presque 2 mètres. Donc on soulève le toit, on voit le premier étage, on soulève le premier étage, on voit le rez-de-chaussée, etc. Donc c'est plus vivant. Voilà, ce qui est important, c'est avec tous ces nouveaux matériaux, ça permet de répondre à de plus en plus de besoins et de toucher tous les domaines. En fait, l'impression 3D, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas parler de la même manière avec un architecte qu'avec un industriel. On a des sociétés de maintenance également. Quand il y a des pièces qui sont fatiguées, on peut la reproduire à l'identique, ou alors on peut peut-être la renforcer à certains endroits grâce à la modélisation. On se dit tiens, effectivement, il y a un point de faiblesse qui est ici. Plutôt que de refaire l'identique, on peut refaire la pièce, mais avec différentes caractéristiques pour pouvoir la renforcer. Donc pourquoi on
pourquoi on est au Blue Tech Show en fait aujourd'hui? On n'est pas spécialement spécialisé dans le milieu marin ou autre. On a plus une casquette pour les particuliers en fait. Avec les particuliers, quand ils viennent nous voir, on a un peu une culture de se dire bah tiens ça marche plus, je jette et puis je rachète en fait. L'impression 3D en fait peut apporter une nouvelle façon de consommer, se dire bah plutôt que de jeter et de racheter, on peut refabriquer la pièce à l'identique, à quelques dizaines d'exemplaires, à un seul exemplaire aussi, plusieurs centaines, ça peut arriver. Donc c'est des pièces qui, aussi bien l'électroménager, ça va être des pièces pour des pièces de volet, des pièces de camping-car, enfin c'est vraiment tous les domaines. Donc c'est ce que peut apporter l'impression 3D, un peu une nouvelle manière de consommer, de reproduire des pièces parce qu'elles n'existent plus en SAV, ou alors il faut racheter tout un ensemble juste pour une petite partie qui est cassée en fait. Donc c'est une nouvelle manière de voir un petit peu la consommation et puis de reproduire des pièces sans pour autant jeter et je rachète. Voilà. On peut donner une deuxième vie, voire une troisième vie s'il y a besoin, à certains objets, quoi. Donc voilà un petit peu notre pourquoi on est ici au Blue Tech Show. Ok. Priorité, tu cherches des clients, distributeurs, des investisseurs? Nous, ce qu'on cherche en venant ici, c'est de faire connaître notre métier, en fait, d'avoir cette culture de se dire ah effectivement, peut-être que l'impression 3D pourra répondre à mon besoin de réparer des choses ou de fabriquer des choses. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Ah ben, c'est super, en tout cas, bravo, merci et bravo, on peut t'applaudir à nouveau. Il nous reste un dernier intervenant à découvrir. Mesdames et messieurs les jurés, il nous restera, on est normalement à 11h, donc on va essayer d'aller vite sur les questions. Venez vite déjà me rejoindre. J'appelle tout de suite Trust in Isotope. Evelyne vient vite nous rejoindre. On l'applaudit chaleureusement, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, je ne te pose pas la question. Est-ce que toi, tu crois et est-ce que tu fais confiance aux isotopes? Tu vas nous le dire tout de suite. En avant la musique. Bonjour à tous. Alors ça, c'est l'étiquette de mon chocolat préféré. Mais comment je peux être sûre qu'il provient vraiment d'Équateur? À moi l'analyser, ça me paraît compliqué. Ça tombe bien, j'ai une solution à vous proposer. Je m'appelle Evelyne Adjemensa, je suis docteur en géochimie de l'Université de Paris et j'ai fondé Trust in Isotopes en mai dernier. Donc l'entreprise est caractérisée Deep Tech par BPI France et a déjà reçu plusieurs distinctions en tant qu'entreprise Green Tech et éco-responsable. Trust in Isotopes, la mission principale, c'est aider les entreprises à redonner confiance aux consommateurs. Donc, Trust in Isotopes, c'est la garantie scientifique de l'origine géographique. Donc, l'entreprise est basée à Perpignan. On propose un service B2B de traçabilité alimentaire et textile. Et la méthode, elle s'appelle l'isotopie. J'en parlerai juste après. Donc, il y a 3 principales cibles. Les grands comptes agroalimentaires qui vont importer du cacao, des épices et du poisson, pour faire un clin d'œil au Blue Tech Show. Deuxième cible, les grands comptes textiles. Et enfin, les tribunaux. Pourquoi les tribunaux? Parce que je fais un DU pour être experte de justice et pouvoir être réquisitionnée par le tribunal de la Cour d'appel de Montpellier. Comment ça marche? Donc, pour faire très simple, un isotope, c'est une version d'un atome. On connaît surtout le carbone 14, qui est un isotope du carbone. Ça marche aussi pour l'oxygène et l'hydrogène. Donc, l'entreprise qui fait mon chocolat préféré va un jour avoir un doute sur la qualité du cacao. Elle va contacter mon entreprise. Je fais l'analyse et moi, j'analyse l'oxygène. En comparant la signature à une base de données, je peux confirmer ou infirmer l'origine géographique. Donc, actuellement, l'entreprise génère des revenus en proposant un pack avec un audit, l'analyse et un rapport scientifique. Et j'ai présenté quelques chiffres. Donc, pour la première année, on vise 50 000 € et le but, c'est d'atteindre le million à N+3. Donc, pour atteindre ces chiffres, je recrute actuellement un profil commercial et je vais devoir acquérir la machine parce que je travaille avec l'Université de Perpignan. Oui. Alors, les barrières à l'entrée. Donc, la principale barrière, c'est que l'entreprise est en train de faire une base de données originale et unique pour le textile. Donc, on va viser les grands comptes textiles qui ont besoin de vérifier que le coton qu'ils utilisent pour faire leurs vêtements ne provient pas du travail forcé en Chine suite au scandale des Ouïghours. Deuxième barrière, elle est technique. Donc, il faut quand même une expertise scientifique pour utiliser ce type de machine. Et il y a un temps d'apprentissage. Cette machine coûte assez cher, entre 200 000 et 1 million d'euros. Donc, il faut avoir le budget. Et enfin, la logistique est assez lourde. Il faut plein de paramètres particuliers à prendre en compte, l'extraction d'air, etc.
Pour la protection intellectuelle, donc, avant la fin de l'année, la base de données sera protégée par enveloppe solo. Et pour le coton, elle sera doublement protégée par droit d'auteur et par droit sui generis. Et pour finir, donc, je présente les avantages de mon entreprise par rapport aux concurrents. Donc, la base de données textile. On fait un partenariat avec une entreprise qui fait de la blockchain pour pouvoir avoir une traçabilité totale et complète. Et on propose un accompagnement juridique qui est internalisé. Donc, Trust in Isotopes, c'est la traçabilité en une seule analyse de tout produit pour tous. Je vous remercie. Moi, des fois, je rêve. Non, mais reste avec nous, il y aura peut-être des questions. Allez, on va se donner que 5 minutes, messieurs les jurés, remontez vite, pour, si vous avez des questions pour certains de nos candidats. Et puis après, je rendrai le plateau pour le panel suivant. Voilà, on a commencé un tout petit peu en retard. Qu'est-ce qu'on fait, à moins qu'on... Les questions. Alors venez vite, mesdames et messieurs les jurés, sous vos applaudissements également, on peut les encourager, ils ont plein de questions. Et puis les candidats, vous pouvez aussi nous rejoindre, comme ça on va gagner du temps. Les questions et les réponses ici même. Allez, je vous demande du coup de poser des questions ultra courtes, si c'est possible. Et pour les candidats, je vous propose de répondre également en moins de 30 secondes. Évidemment, j'inciterai ensuite tout le monde à se retrouver sur la zone de networking pendant toute cette journée. Allez, qui commence? C'est parti, une première question. En avant. Ah, oui, alors le son va arriver, hein, pas de souci. Félicitations à tous pour vos présentations. L'exercice n'est pas facile et puis voilà, c'était très bien. Alors en 5 minutes, pour tous mes collègues et moi, ça va être compliqué, mais j'aurais peut-être une question avec une réponse très rapide de chacun d'entre vous. Oula, non. Alors, non oui, alors vraiment, non, vas-y, c'est la question, oui, d'accord. Non, pour Allez, Trust in Isotopes, j'avais juste une question très rapide sur la data. J'imagine que ta solution nécessite beaucoup de travail en amont pour récolter beaucoup de data. Comment est-ce que tu procèdes pour ça et comment faire pour développer l'entreprise sur chaque secteur avec autant de data récoltées en amont, quoi? Donc pour la partie agroalimentaire, il y a déjà une base de données qui existe. Donc là, le but, en fait, c'est de partir sur cette base qui existe et l'alimenter avec les nouveaux résultats pour après les protéger. Et pour la partie coton, je pars de zéro. Donc je vais acheter du coton de plein de pays différents et créer une base unique, originale et innovante. Donc pour aller sur d'autres secteurs, je vais devoir embaucher et agrandir l'équipe. Et après, protéger la base une nouvelle fois. D'autres questions à d'autres intervenants? Gardez le micro côté. Voilà. Par contre, je vais vous demander, parce qu'on a vu notre intervenante, mais pour les autres, vous êtes hors caméra, donc venez plutôt à côté des jurés, à côté de moi. Voilà. Dans mon coin, on a un micro. C'est parti. Merci beaucoup déjà pour vos présentations à chacun. Ce qui est pratique, c'est que les questions se croisent, donc ça fait une question de moins à poser, posée par mon collègue. J'avais une question pour Aqua Innovation. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de migration de microplastique de vos bouteilles à l'eau, mais je voulais savoir ce qu'il en était des migrations des additifs. Est-ce que vous avez des données là-dessus? On n'a pas d'additifs pour l'instant. C'est de l'acide lactique. Ok. Pour info. Bonne question. C'est parti. Une autre. Une question pour Karen. Si c'est comme ça qu'on dit, Karen. J'ai bien compris que l'idée, elle remontait au père de Lucie, donc il y a un petit moment déjà. Cela étant, vous avez une forte croissance et un bon développement, levée de fonds. Sur quoi porte l'innovation réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur du matériau? Est-ce que c'est le système d'accroche des bâches qui font que vous vous démarquez d'éventuels concurrents? Voilà, comment vous fondez votre croissance? Alors, l'innovation porte en fait sur les deux volets de votre question, c'est-à-dire les matériaux. On travaille avec une boîte qui est basée à Lyon, qui fabrique du tissu, qu'on fait évoluer avec eux, et on travaille sur un co-brevet, en gros, pour que la partie extérieure de notre tissu prenne le moins possible le fouling. Vu que notre solution en fait évite que le fouling se dépose sur la coque, mais on veut éviter qu'il se développe sur le fouling, donc le développement est aussi au niveau des matériaux en collaboration avec cette entreprise qui fabrique le textile. Nous, on ne fait que l'assembler, on ne fabrique pas, mais on se fournit auprès de fournisseurs locaux en France, pour la grande majorité. Et de l'autre côté, l'innovation porte aussi sur le développement de nouvelles techniques de housse pour faciliter l'installation, et notamment, on travaille sur un système qui peut potentiellement rester à poste sur l'emplacement du bateau, et que le bateau vienne se poser dessus. Donc
C'est une solution qui est déjà développée par une boîte australienne. Donc là, ce sera pas, voilà, on n'est pas complètement innovant là-dessus, mais on travaille sur un système qui est un peu plus simple et basique qu'eux, car eux ont développé une solution qui est extrêmement coûteuse. Et nous, on essaie de trouver une solution un peu plus simple, en gros, et smart et fiable. Et dans ce contexte, quel est le chiffre d'affaires de la société? Alors, Karen, on a clôturé fin septembre, parce qu'on est de septembre à septembre. On a un chiffre d'affaires qui est autour de 170 000 euros, okay. C'est pas encore complètement clôturé, et qui est quasiment x3 par rapport à l'exercice précédent. Donc, en gros, la levée de fonds qu'on a fait au mois de juin a déjà eu son effet, en gros, le levier, où toute l'équipe est arrivée voilà, en cours d'exercice. Et ça a déjà eu un bon effet sur le développement. Et la rentabilité aussi? Allez, la rentabilité en 20 secondes. De l'entreprise. Non, la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité, alors je n'ai pas toutes les données parce que je ne suis pas le directeur général, mais actuellement, elle n'est pas. Je pense qu'elle n'est pas complète pour l'instant, vu les investissements qui ont été faits en termes d'équipement et de matériel. Mais voilà, on est dessus. Ok, une autre question encore pour certains de nos J'ai une candidats. remarque, félicitations pour vos... J'ai eu des leçons de commercial de certains. Ah, vous voyez. Et pourtant, vous n'êtes pas facile. Hein. J'ai vu qu'hier... je pense par exemple à Trust in Isotope, que je connais depuis un moment, qui a fait d'énormes progrès dans le commercial. Bravo. Bon, moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec le commercial, c'est Aqua Innovation. Vous m'entendez là ou c'est oui, pas... Oui, mais le micro est en train de nous abandonner, mais on croise les doigts. Ouais. Oui, vous récupérez des bouteilles, vos bouteilles, vous mettez un système pour la récupérer. Alors, comment votre récupérateur broyeur va faire la différence entre vos bouteilles et une bouteille plastique traditionnelle? Parce qu'il y aura toujours des petits malins pour essayer de vous fourguer quelque chose. Ils vont essayer, c'est sûr. Alors, il y a le code barre de la bouteille. Et à terme, on va insérer quelque chose dans la bouteille pour pouvoir la reconnaître. Voilà. Oui, on se doute. J'ai un peu travaillé dans l'eau et je sais qu'il y a des petits malins qui mettent de l'huile, de l'essence. Voilà. Mais le code barre, déjà, ça marche. Voilà. Normalement, elles sont vraiment dédiées à ça et on ne peut pas mettre de plastique et les rejeter automatiquement. Voilà. Parce qu'il y a des capteurs dans le trou. On est bon? Oui. Allez, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut applaudir à nouveau nos jurés, nos intervenants. Vous remercie également d'avoir assisté ici même à cette présentation. Également vous qui suivez depuis hier matin l'ensemble de nos temps forts. Allez, à tout à l'heure pour d'autres temps forts du Blue Tech Show. Merci.